Moi, je vais passer la parole d'une part à Lorraine Collard, qui est notre responsable du pôle de vie fédérale et partenariat à la Fédération Addiction. Lorraine, merci de nous avoir rejoints. Et Olivier Bertrand, qui est médecin généraliste, qui est addictologue et qui intervient depuis des années, mais je ne vais pas te vieillir plus que ça, Olivier, à Normol, que je te laisserai peut-être présenter en deux mots. Voilà, alors autour des questions, alors Lorraine, et notamment à la Fédération, on a aussi beaucoup travaillé sur la question, comme l'a rappelé Jean-Pierre, du contexte de la société addictogène, de la réglementation, des choses qu'on a commencé à fouiller, enfin, c'est pas nouveau, mais qu'on a commencé à fouiller, parce que moi, je suis toute jeune, hein, donc c'est pour ça que je dis, mais plus particulièrement dans le congrès du Havre. Voilà, autour de ces questions-là et des questions un peu plus européennes et internationales, puisque tu as aussi ce rôle-là. Olivier, on reprendra aussi des éléments, alors toujours autour de la question du marché, hein, on reprendra aussi des éléments peut-être qui se sont quelques éclairages chronologiques qui nous amènent aujourd'hui, avec notamment la notable décision de la Cour de justice de la Commission européenne sur la décision sur le CBD, hein, qui nous occupe beaucoup, l'actualité, mais qui remonte aussi à quelques années. Lorraine, je te laisse déjà la parole, et puis après je reprendrai avec Olivier. D'accord, merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend. Signalez-moi si ce n'est pas le cas. Oui, super, très bien. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'accueillir la Fédération Addiction dans ce webinaire d'Opélia. Alors, je suis ravie d'avoir l'occasion de réagir à cette présentation, Christian, d'autant que j'ai non seulement lu ton livre, mais je l'ai annoté, voilà, tu vois. Il est absolument passionnant. Donc voilà, c'est le petit moment page de pub pour ton dernier né. Il est vraiment hyper intéressant, et je crois aussi qu'il a le bénéfice, comme le webinaire d'aujourd'hui, de remettre les questionnements qui sont les nôtres dans une perspective historique et contextuelle hyper importante, parce que on peut avoir, et on l'a beaucoup dans le milieu associatif, un certain découragement face à ce cinquantenaire de la loi de 70, contre laquelle on n'en peut plus de lutter, crier, essayer de démonter. L'analyse est absolument cruciale pour comprendre d'où l'on vient. Alors, dans ton ouvrage, comme là, dans ta présentation, on voit vraiment bien une chose ressortir, c'est l'évolution du point de vue, ce que tu appelles le point de vue moral, et le point de vue citoyen sur les drogues, sur qu'est-ce qu'une drogue, sur quelle place ont les usages et ont les produits dans les sociétés, avec une évolution quand même assez importante quand on voit qu'on est passé du fléau, enfin de la notion de fléau des drogues à quelque chose qui est plus dans l'ordre du quotidien, qui même parfois est très bien perçu et même très bien valorisé. Tu fais des passages sur l'art et sur le cinéma et sur la place dans les séries qui sont aujourd'hui très documentées de l'usage de drogue. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, on est même, dans le cadre de la société addictogène qu'on continue à décrire et à analyser, invité. On est dans le désir par rapport à ces drogues-là et à ces usages. Pas de dire qu'on ne l'était pas avant, mais c'est quelque chose qui est devenu presque quotidien, routinier. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que tu le décris. Et je me demandais à la lecture de l'ouvrage comment est-ce qu'on pouvait expliquer que ces points de rupture quand même multiples autour de la perception des drogues ne soient pas reflétés dans une évolution du cadre pénal plus que ça. Alors évidemment, on a des éléments de réponse, mais pourquoi est-ce que l'évolution de ce point de vue sur les drogues a pas enclenché un débat sur le point de vue légal au niveau des politiques publiques, et notamment sur tout le mouvement électoral qui aurait pu inviter les citoyens à voter différemment sur cette question-là, ce qu'on n'a pas encore vu arriver. Alors bien sûr, c'est une question qui est très vaste, très compliquée, mais on a quand même vu une évolution pénale allant dans le sens inverse, qui est plus le sens d'une machine à produire de l'arsenal répressif
dont l'image la plus récente est encore l'amende forfaitaire délictuelle, qui vient se rajouter dans les couches de millefeuille de cet arsenal répressif, nourrissant vraiment une situation absolument scandaleuse et mortifère qui dégénère régulièrement. Et c'est là où je vais rejoindre un petit peu, de manière peut-être paradoxale, ton optimisme du début de la présentation, qui dit que du coup, le diagnostic est extrêmement partagé. Et c'est vrai que nous, on le voit à la Fédération, on en est absolument ravis, puisque on fait partie du collectif pour une nouvelle politique des drogues, qui rassemble un certain nombre d'organisations historiques du champ de la réduction des risques, les organisations d'usagers. Donc, on est évidemment en partenariat avec Normel France, avec Assud, sur lequel on va vraiment dans le même sens là-dessus. Et on a également le syndicat des avocats de France qui a demandé à rejoindre ce collectif, le syndicat de la magistrature, où Katia Dubreuil a encore fait une présentation brillante ce matin, des enjeux constatés par les magistrats. On a également Police contre la prohibition, on l'a mentionné, Abdul le mentionnait ce matin, les forces de l'ordre elles-mêmes voient bien que vider l'océan à la petite cuillère n'a pas de sens et sont mises dans une situation en face de l'absurdité la plus totale de ce système-là, et donc se mobilisent. On a également la Ligue des droits de l'homme, puisqu'il y a un vrai enjeu de droits humains derrière, et on le voit à l'échelle internationale de manière de plus en plus forte, avec des prises de parole quand même assez fortes, plus seulement de la société civile, mais aussi de l'Union européenne notamment, et puis d'un certain nombre de groupes de pays qui rappellent que c'est un enjeu de droits humains et non pas uniquement, alors on en est encore sur du uniquement, mais uniquement de lutte contre la criminalité, puisque au niveau onusien, je le dis pour ceux qui ne le savent pas forcément, ça n'est considéré que du point de vue de la lutte contre la criminalité ou du point de vue purement sanitaire. Voilà, l'enjeu social, le rôle, les impacts sociaux des politiques drogue ayant encore énormément de mal à se faire une place dans les débats internationaux, et le lien avec les enjeux de développement durable et globaux ayant encore plus de mal à se faire une place dans ces négociations-là. Donc, pour vous dire que le contexte français qui parfois peut nous décourager et qui peut se comprendre, hein, parce que 50 ans, c'est pas petit, c'est pas court, mais le contexte français s'inscrit aussi dans une perspective mondiale où le clivage est évident entre santé et sécurité, et où commencer à placer une discussion autour de la réduction des risques est déjà un challenge énorme. Donc, le contexte mondial ne nous invite pas forcément à l'optimisme si on le regarde du point de vue des négociations institutionnelles. Après, bien sûr, du point de vue des nations, et on en a parlé, il y a énormément de choses qui se passent, qui s'expérimentent et sur lesquelles on peut s'appuyer, avec parfois même des pays qui sortent des conventions cadres que tu as mentionnées rapidement dans ta présentation et sur lesquelles tu reviens de manière beaucoup plus claire, claire, pas forcément claire, mais abondante en tout cas, dans ton ouvrage. C'est-à-dire que ces conventions cadres-là brident beaucoup la capacité d'innovation dans leur interprétation actuelle par l'ONU. Mais par contre, un certain nombre de pays font le choix d'en sortir ou de prendre le risque de s'en voir extrait. Je pense notamment à la Bolivie sur la feuille de coca, qui est un peu un cas emblématique de comment est-ce qu'on peut faire hors des conventions cadres de l'ONU, sans forcément dire qu'il faut le faire hors des conventions, mais en tout cas, ou il faut revoir les conventions en tout cas, mais en tout cas, la Bolivie est un exemple assez connu là-dessus. Donc, en France, on a un diagnostic qui est très largement partagé. On a donc fait paraître un livre blanc contre l'amende forfaitaire qui est interassociatif, avec des organisations de tous horizons, ce qui est vraiment un très bon signe. Mais ça l'est partagé parce que malheureusement, on le voit sur le terrain. C'est-à-dire que les acteurs qui s'investissent et qui se mobilisent ne font pas par idéologie pure, contrairement à un certain nombre d'acteurs de l'autre côté, mais le font parce que dans la réalité des conséquences, on le voit tous les jours. Et je pense notamment aux élus locaux avec qui la Fédération Addiction est engagée depuis longtemps maintenant sur des questions de jeunes en errance, et qui là, maintenant, prennent complètement la mesure de l'absurdité et du caractère mortifère des politiques drogue qu'on leur impose au niveau national pour la plupart, et qui en fait sur lesquels les élus locaux ont peu de prise, et où ils se retrouvent eux à devoir gérer les conséquences extrêmement négatives, pas seulement sur les quartiers sensibles, évidemment sur les quartiers classés zones prioritaires. C'est édifiant, mais pas uniquement, dans les contextes d'urbanité ou dans des contextes de périurbanité où ils se retrouvent avec des citoyens auxquels ils ne peuvent pas répondre, qui sont dans des vraies angoisses pragmatiques et dans des vrais problèmes
pragmatiques, concrets et auxquels ils ne peuvent pas répondre du fait du cadre de répression actuel. Donc, ce cadre, il est de plus en plus vu comme déconnecté de la réalité de terrain, y compris par des acteurs politiques, et notamment, c'est tout le sens du travail qu'on fait avec le Forum français de sécurité urbaine et le Forum européen à la sécurité urbaine, qui sont des forums d'élus à la sécurité. Ce qui vient quand même montrer que c'est du côté de la sécurité que se pose la question aussi. C'est-à-dire que le système qui est censé protéger les citoyens de ce qui était vu à l'époque comme le fléau de la drogue et qui continue à être interprété comme tel, puisqu'apparemment c'est toujours de l'excrément, voilà, je ne voudrais pas virer sur la vulgarité, mais en tout cas, on est dans une situation où le principe même de sécuriser les citoyens revient à les mettre en danger et revient à ne pas leur permettre d'être sécurisés. On le voit dans les quartiers sensibles sur tout le travail qu'on peut faire avec le forum de sécurité urbaine, et c'est vraiment édifiant de le mesurer à ce point-là avec eux. Et alors, c'est vrai que du coup, ça a amené le forum et les élus locaux à prendre des positions extrêmement claires. Et c'est là encore un signe très encourageant et vraiment qui nous amène à un optimisme mesuré, évidemment, mais à un certain optimisme vu le contexte, c'est que les élus prennent position eux-mêmes, et on le voit, il y a Reims qui a pris position en tant que tel, mais les élus en tant même sur leur plateforme prennent position. Je vous invite vraiment à lire le dernier communiqué de presse du Forum français de sécurité urbaine à l'issue de leur assemblée générale à laquelle on avait participé, où ils appellent très clairement à une réforme en disant que c'est un besoin urgent pour les territoires dont ils ont la responsabilité. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui pousse dans ce sens. Et vraiment, c'est de plus en plus fort. Et donc, on pourrait être amené à un certain optimisme, c'est sûr. Après, le fait que ce diagnostic soit partagé amène quand même plusieurs questionnements. Déjà, le fait que la science, la place de la science dans les débats nationaux comme dans les débats internationaux, la place de la science est systématiquement renvoyée à la science médicale, aux sciences dures, aux sciences chiffrées, aux sciences statistiques, parfois même à l'échelle onusienne en particulier, sans questionner forcément les instruments de ce recueil. Parce que j'ai vu que dans tes slides plusieurs fois, et c'est complètement logique parce que c'est les données qu'on a, le World Drug Report, le rapport mondial sur les drogues, cet instrument-là est très largement questionné et remis en question par la société civile. Et on voit que même dans la manière d'aller recueillir les données et l'épidémiologie, l'idéologie se faufile. Là encore, on s'aperçoit, et c'est un vrai enjeu. Alors en France et en Europe, on a quand même la chance d'avoir des outils épidémiologiques très neutres, mais même sur la science dure, il n'y a pas encore... Ouais, bon, je te laisserai commenter si tu veux réagir. En tout cas, c'est la perception que j'en ai moi de ma petit morceau de lorgnette. C'est pas mon expertise première, mais en tout cas, à l'échelle internationale, au-delà de la science dure, quid des sciences sociales? Quid de la place des sciences économiques? Que deviennent toutes ces évaluations? Le nombre de rapports que tu cites encore dans ton ouvrage et qu'on connaît très bien à la Fédé, pour un certain nombre, on y a participé. Le nombre de rapports, encore là, la mission d'information sur le cannabis, encore. Et c'est passionnant et c'est hyper important. Mais que deviennent-ils? Que deviennent ces conclusions? Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il n'y ait pas de place à ces voies de la science humaine et des sciences moins dures, ou en tout cas pas de la science médicale, puisque du coup, tu disais là que la question du marché, de la réduction des risques marchands, et c'est tout à fait intéressant de l'entendre, parce que ça amène une autre perspective aussi et une autre lecture, mais comment est-ce qu'on analyse ça d'un point de vue de la théorie économique? Alors, tu nous en donnes un certain nombre d'éléments, mais on va vraiment avoir un immense besoin, je pense, et on le pense à la Fédération, d'une théorisation de tout ça, parce que la logique de la réduction des risques marchands, qui est hyper intéressante d'un point de vue de la normalisation, entre guillemets, de ce marché-là et de la question de la réduction des risques, est hyper intéressante, mais quid de la réduction des risques validée? La VAP, on est encore un bon exemple, la VAP est arrivée sur le marché, puis l'épidémiologie est venue faire son travail. On n'aurait pas fait ça sur la question des TSO, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on évalue tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour le marché de demain? Si on se projette en se disant qu'on va y arriver, et on va y arriver, je pense qu'on est d'accord avec toi, tout souffle dans le même sens, on devrait à un moment donné. Mais alors, quel modèle? Est-ce qu'on pense à... Qu'est-ce que tu penses, par exemple, du modèle proposé par Emmanuel Auriol de marché réservé? Tu citais la notion de jeu. Qu'est-ce qu'on peut tirer du point de vue de la théorie économique de ce travail du jeu en ligne, par exemple, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on peut théoriser aussi tout l'enjeu, et Alain nous en parlera, de l'économie sociale et solidaire?
qu'est-ce qu'on peut en tirer, comment ça se théorise, parce qu'on va vraiment avoir besoin de ça en tant qu'acteur de santé, mais de manière générale, pour penser collectivement cette nouvelle question. Et je pense, là, avec le collectif, on va faire un sondage dans la prochaine campagne Omnibus du CSA, avec le collectif national pour une autre politique des drogues à l'origine du livre blanc. On va aller chercher comment est-ce que cette opinion sur les drogues a évolué. Maintenant, qu'est-ce que tu peux nous en dire, nous, pour nourrir cette logique-là ? Et je te remercie de tes éclairages sur cette question et je rends la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lorraine, de ces éclairages passionnants. Tu as bien mis en exergue les différents enjeux. Et donc, effectivement, Christian, dans la continuité, si tu avais 2-3 hypothèses à partager, quel type de marché pourrait finalement être intéressant? On se reprendra, si tu veux bien, ces questions-là un peu plus tard, pour tout de suite et pouvoir échanger avec Olivier, remettre ces questions-là dans la boucle. Olivier, je te laisserai te présenter et présenter Normol en quelques mots. Simplement pour remettre un peu ces quelques accélérations de l'histoire un peu dernièrement sur la question du marché. On va se rappeler que le 22 mai 2019, Guéret est rentré en résistance, je fais le lien aussi avec ce que disait Lorraine, c'est-à-dire comment les élus se mobilisent, comment les élus à un moment donné viennent s'affranchir, en tout cas proposer des expérimentations différentes, voire contraires à ce que édicte la loi, que Guéret du coup se lance dans la proposition de pouvoir expérimenter une production et justement de travailler sur l'ensemble des étapes de la production à l'offre. Le 11 juillet dernier, l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, donne son feu vert à l'expérimentation de cannabis thérapeutique. Il y a cette création de la mission d'information parlementaire qui a débuté ses travaux, intéressant dans sa composition, puisqu'elle est animée par 4 présidents de l'Assemblée nationale, de la commission des affaires sociales, du développement durable, de la commission des lois et des affaires économiques. Donc, ce qui nous permet aussi d'être raisonnablement optimistes et de se joindre du coup à ce mouvement où le jubilé de cette loi de 70 pourrait déboucher sur autre chose.